J'aimerais d'abord commencer par vous parler un peu de ce que, Alexandre, en fait, tu parlais tout à l'heure en parlant du Big Urban Data. Très rapidement, pour brosser un peu un contexte sur ce Big Urban Data, vous avez, si vous voulez, trois conditions technologiques qui ont rendu possible l'abondance de la donnée urbaine dans nos villes. Le premier, c'est ce qu'on a appelé dans le début des années 2000 l'émergence des connected cities. En fait, derrière ça, vous avez toute une force de lobbying qui a été amorcée par des acteurs comme Cisco, qui à un moment ont milité pour qu'on ait une citoyenneté numérique. Donc il y avait une forme de droit à la connexion et tout ça fait que de manière assez coordonnée, on a progressivement équipé nos villes de manière à ce qu'elles puissent être connectées. Le deuxième enjeu, c'est l'ubiquité des capteurs. Ça, on les voit partout dans nos villes aujourd'hui. Là, vous avez deux phénomènes assez complémentaires. Vous avez d'abord un facteur quantitatif, c'est le fait en fait qu'il y a, ça devient de moins en moins cher, il y a une baisse du prix moyen de la captation de la donnée. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est plus qualitatif, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir diversifier les sources de captation de la donnée. Là, vous avez 4 exemples de capteurs différents qui sont extrêmement puissants, des caméras de surveillance, qui peuvent capter énormément d'informations, surtout avec du computer vision, un capteur de pollution de l'air, des beacons. En fait, vous avez probablement votre smartphone qui a laissé sa Wi-Fi ou son Bluetooth activé. Bon, ça veut dire que s'il y a des beacons, on peut triangulariser votre position et avoir des données géographiques. Et vos smartphones, qui là, alors là, c'est vraiment le jackpot. En fait, on va le voir, mais juste des données géolocalisées, donc sans forcément rentrer dans votre smartphone via des plateformes comme Facebook, etc. On peut déjà avoir plein d'informations. Et le troisième élément extrêmement important qui fait que ce Big Urban Data va avoir un rôle considérable dans la Smart City, dans la ville intelligente, c'est l'émergence du machine learning. Et là, c'est une composante qui est beaucoup plus computationnelle, mais si vous voulez, dans les années 2011, après un long hiver de l'intelligence artificielle, une longue période de stagnation de cette technologie, il y a 3 chercheurs, dont 2 francophones, Yann Lequin, Joshua Bengio et un Canadien, Geoffrey Hinton, qui mettent en place une nouvelle manière de faire des algorithmes. Et c'est aujourd'hui, en fait, la manière qui est prépondérante, c'est ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire que vous avez des réseaux de neurones que vous allez nourrir avec de la donnée et qui vont se reconfigurer selon l'output que vous souhaitez avoir. Et ça, c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, quasiment la majorité des systèmes de machine learning, d'intelligence artificielle utilisent du machine learning. C'est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que toutes les données dont je vous parlais, ce gisement de données avec du machine learning, ça devient appréhendable, utilisable, compréhensible, exploitable. Donc, on va avoir des acteurs privés comme Google, justement, qui vont pouvoir s'en saisir. La deuxième raison, c'est que vous allez avoir une forme d'effet démultiplicateur. C'est-à-dire qu'une donnée va pouvoir vous donner beaucoup d'autres renseignements. Un exemple concret, c'est la donnée géolocalisée dont je vous parlais. Avec certains modèles de machine learning, juste une donnée géolocalisée peut vous dire si son utilisateur est un homme ou une femme, sa catégorie socio-économique et même son état de santé. Je ne vais pas avoir le temps, mais je pourrais vous dire dans les questions comment on fait pour savoir ça, c'est assez intéressant. Avec cette apparition du Big Urban Data, pourquoi on a ce Big Urban Data dans nos villes? En fait, à la racine de ce mouvement de gisement de données urbaines, il y a une volonté de mieux comprendre, de mieux appréhender le corps social. C'est une idée qui remonte à Montesquieu. En 1748, il publie De l'esprit des lois. L'idée de l'esprit des lois, c'est de voir comment des facteurs exogènes, comme le climat, vont conditionner le développement d'un régime politique et de corps sociaux. Et en s'inspirant de ces travaux, explicitement, il le dit lui-même, vous avez des chercheurs extrêmement puissants aujourd'hui, comme Alex Sandy Pentland, qui est l'un des cofondateurs, on pourrait dire, de MIT Media Lab, qui va travailler sur ce qu'il appelle la physique sociale. Donc la physique sociale, c'est s'inspirer des travaux de Montesquieu, c'est s'inspirer de la dynamique un peu de la physique newtonienne pour essayer de prédire comment va réagir un corps social, comment va évoluer la société. Et pour le faire, il fait ce qu'on appelle du data mining, et plus précisément, on a du reality mining et du web mining. Il y a 2 exemples assez concrets de ce que c'est que cette physique sociale, mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en fait, il y a vraiment un enjeu de pouvoir derrière, c'est de pouvoir comprendre un territoire, avec derrière tous les enjeux qu'on évoquait et qu'on va sûrement évoquer tout à l'heure. Il y a 2 exemples un peu emblématiques. Le premier, c'est qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 2010, c'est l'utilisation de Google Trends pour prédire des épidémies de grippe. Donc en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une corrélation entre le nombre de requêtes corrélées au mot-clé grippe et le vrai taux de propagation de la grippe. Là, c'est ce qu'on voit sur 2 courbes qui sont alignées. La première qui représente le taux de propagation de la grippe en bleu, et en rouge, c'est l'inverse. Non, et en rouge, c'est l'apparition du mot grippe.
Et puis vous avez en bas à droite un autre projet qui s'appelle Atlas of Inequality. Là, c'est un projet qui vient du MIT Media Lab, qui a toujours le don de bien data visualiser ses projets. Et en fait, ce que propose Atlas of Inequality, c'est d'avoir une connaissance fine des données socio-économiques d'un territoire de manière à pouvoir prédire sa vitalité. Ça, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, surtout dans la littérature anglo-saxonne, depuis Jane Jacobs, c'est l'un des grands enjeux de l'urbanisme de pouvoir prédire la vie et la mort des villes, en fait. Alors, rapidement, ce qu'il faut quand même garder en tête avec ce Big Urban Data, c'est qu'il y a un peu deux problèmes qui vont lui être adressés, deux problèmes radicalement différents. Le premier, c'est qu'on va parler de la fin de l'inthéorie. C'est en 2008, l'éditeur en chef de Wired qui s'appelle Chris Anderson, qui dans un article un peu provocateur dit « On a plein de data à notre disposition, c'est génial, plus besoin de théorie, on a juste besoin en fait de faits, on a juste besoin d'informations et on va pouvoir avoir des corrélations. » Donc plus besoin de causalité, on a de la corrélation et donc plus besoin aussi de modèles intellectuels, de conceptuels, ça nous permet de se rapprocher de la réalité. Première critique, alors Chris Anderson, lui, le dit de manière très positive, il est très heureux. En fait, derrière, dans les années qui suivent, vous allez avoir des philosophes en France comme Bernard Stiegler qui vont critiquer très fortement cette fin de la théorie en disant c'est un savoir qui est anthropique, c'est-à-dire c'est un savoir qui n'est pas capable de se transmettre et qui nous éloigne de la réalité, contrairement à ce que pense Chris Anderson. Le deuxième enjeu, c'est en fait ce dont parlait Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir des enjeux de pouvoir. On va parler de configuration monopolistique où vous avez des grands acteurs comme Google, Waze, Amazon qui en fait vont s'approprier vos données. Et là, c'est un enjeu qui est plus politique, là où le premier était, on pourrait dire, épistémologique ou en tout cas philosophique. Ce que j'aimerais très rapidement explorer avec vous aujourd'hui, c'est une autre manière de considérer la donnée, alternative ou en tout cas complémentaire, qui pourrait résoudre ces deux problématiques épistémologiques et politiques. Et ce sur quoi on pourrait un peu essayer de se concentrer, c'est cette idée de small data, qui est une idée qui est assez nouvelle, mais qui est en fait assez prometteur. Vous avez deux définitions au small data. La première, c'est ce qui consiste à dire qu'une donnée petite, small data, c'est une donnée qui est immédiatement compréhensible et appréhendable par un être humain. En fait, c'est ce qui se passe en ce moment même. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre de manière extrêmement intelligible ce qui est en train de se passer. Vous interprétez aussi des signaux non-verbaux qui vous permettent de voir si les speakers sont plus ou moins à l'aise, si vous arrivez à vous transmettre la bonne information. C'est un sujet qui a été exploré par un auteur danois qui s'appelle Martin Lindström. Alors lui, il l'a d'abord étudié de manière très business, très économique, en disant qu'en fait, aujourd'hui, l'essentiel des analyses économiques, c'est du big data, mais que le small data, donc par exemple l'information que vous allez recueillir lors d'un échange face-to-face ou lors de l'administration de questionnaires, ça a aussi une vraie valeur. Je prends l'exemple de l'entreprise Lego qui, en 2002, était au bord de la faillite et qui a fait plein d'analyses de données qui leur disaient de dire, en fait, qui leur incitait à produire des pièces de plus en plus petites et ça ne les éloignait pas de la faillite. Ce qui les a éloignés de la faillite, c'est un moment de faire des entretiens avec des enfants. Et le directeur de l'époque de Lego va voir un enfant, lui dit « Pourquoi tu portes ces sneakers ?» Et l'enfant lui dit « Parce que j'en suis fier. » Et donc à ce moment-là, le directeur se dit « Ok, peut-être qu'il faut que je construise un imaginaire culturel autour de mes Lego. » Et c'est là qu'ils vont lancer les films Lego et que ça va cartonner. Un deuxième enjeu peut-être intéressant de la small data, c'est l'heuristique. Là, on n'est plus sur les sciences cognitives. L'idée de l'heuristique, c'est de dire que c'est une particularité des êtres vivants qui dit en fait on ne fonctionne pas du tout comme des algorithmes de machine learning. Plutôt que d'ingérer énormément de données, notre force, ça va être de hiérarchiser l'information. Et ça va être de se concentrer sur un petit nombre de données, mais qui sont extrêmement pertinentes. L'exemple qu'aiment bien prendre les chercheurs pour montrer ce qu'est l'heuristique, c'est je vous envoie, alors ils le font c'est assez impressionnant, ils le font dans des salles, ils envoient une balle de tennis, quelqu'un la réceptionne, et en fait, là, vous avez un exemple d'heuristique où il y a une concentration focale pour réaliser une action qui est complexe, en tout cas pour des robots. Vous avez, dans le champ de la recherche, en fait, c'est là où c'est encore plus intéressant, c'est que cette fin de la théorie qui a été conceptualisée par Chris Anderson, on se rend compte qu'en hybridant le big data avec du small data, en fait, on peut avoir des recherches qui sont encore plus poussées, encore plus abouties. Il y a un chercheur de l'université d'Harvard et de Northern University à Boston qui s'appelle Daniel O'Brien, qui a travaillé sur le sentiment de territorialité. C'est un peu quelque chose qui est assez complexe à identifier, encore plus à quantifier en sciences sociales, c'est-à-dire à quel point vous, individu, vous avez un sentiment d'appartenance à un territoire, à quel point vous sentez que vous habitez un espace. Et pour ce faire, alors il a fait deux choses. La première, c'est qu'il a analysé des données de big data. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que ça rejoint aussi un mouvement de libération des données, mais cette fois-ci aux États-Unis, quand on a commencé à mettre en place le système 311, donc pour pouvoir
indiquer des incivilités non urgentes. Et donc, il a analysé un système de données 311 de la ville 311 de la ville de Boston. Donc, en partant du principe que lorsque vous reportez un problème civil dans votre quartier, c'est parce que vous sentez que c'est à vous. Si vous voyez des jeunes qui dégradent le mobilier urbain et que vous appelez la police, c'est parce que vous avez l'impression qu'on touche à quelque chose qui vous appartient. Donc, il a cette intuition-là qui est assez puissante. Sauf que cette simple analyse en fait, du big data, il va aussi se rendre compte que ça ne lui permet pas de donner du sens à cette information. Et donc, en plus de cette analyse de données qui recoupe un peu plus de 200 000 données, il va faire du small data, c'est-à-dire qu'il va administrer à des habitants de la ville de Boston qui ont envoyé ces signaux 311 des questionnaires pour les interroger sur les sentiments de territorialité. Et en combinant ces deux sources d'informations, donc du small data, le questionnaire c'est de l'ordre de 300 jeux de données, et l'analyse de big data, il va être capable de cartographier le sentiment de territorialité sur la ville de Boston. Et rapidement, pourquoi c'est très puissant? Parce qu'en fait, à la racine de ça, et c'est la suite de ces recherches, si vous voulez aller voir sur Internet, ce qui va questionner, c'est la corrélation entre sécurité, safety, et entre sentiment d'appartenance. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut mettre plus de caméras de surveillance et de policiers pour créer plus de sécurité, ou est-ce qu'il faut mieux designer un espace urbain et créer un sentiment d'appartenance? Et ce dont il se rend compte, c'est qu'en fait, ce sentiment d'appartenance, ce que Jane Jacobs déjà expliqué bien avant avec son concept de Eyes on the Street, c'est ce qui génère vraiment de la sécurité. Donc, on a quand même là une recherche qui est assez intéressante. Très rapide. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour 3 minutes. C'est Étienne, le gardien du temps. 3 minutes. On va passer. On va passer sur ce sujet-là qui est un autre qui a vocation à vous montrer à quel point l'hybridation du small data et du big data peut aussi être extrêmement pertinent. Là, c'était sur la flânerie urbaine. Vous avez une chercheuse du MIT Media Lab qui s'appelle Ariana Salazar Miranda qui a cartographié la flânerie de manière très intéressante en calculant la propension des individus à dévier de la trajectoire optimale, c'est-à-dire du chemin le plus court. Et donc, via cette analyse géolocalisée, elle a fait une cartographie pour mesurer la richesse cognitive de l'environnement urbain. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ça, c'est de manière très complémentaire aux travaux situationnistes de Guy Debord, notamment, et avant lui même des surréalistes, où on s'immergeait dans un environnement urbain pour le comprendre, pour plonger dans son inconscient. Et là, vous avez aussi un mécanisme assez complémentaire qui permet, in fine, en faisant une analyse par la flânerie et de la flânerie, de comprendre, d'appréhender la richesse cognitive d'un territoire. Très rapidement, parce que du coup, il doit me rester maintenant 2 minutes. Maintenant, ce dont je voudrais vous parler, c'est une deuxième définition, plus computationnelle du small data. En fait, le small data, c'est tout simplement un faible jeu de données aussi. Un faible jeu de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 100, à peu près, des centaines, des milliers de données. Grosso modo, du big data, c'est des centaines de milliers de données, des millions de données. Un faible jeu de données, c'est des milliers de données. Souvent, on ne considérait pas vraiment ça parce que d'un point de vue computationnel, ça n'a pas vraiment de valeur. Sauf qu'on a un changement de paradigme technologique qui fait que ce small data est devenu de plus en plus important. Le premier, c'est que maintenant, on commence à faire en gros du data-centric AI, c'est-à-dire que plutôt que de vous concentrer sur vos modèles, vous vous concentrez sur la valeur de vos données. Donc, vous allez mieux les labelliser, mieux les travailler, de manière à avoir besoin de moins de données pour nourrir vos systèmes d'IA, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure sur la logique de machine learning. Le deuxième enjeu, c'est le edge computing, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer vos données dans le cloud, vous avez la possibilité de les calculer aux périphéries du système. Ça, c'est extrêmement puissant déjà de manière théorique parce qu'on se rend compte qu'avec le data-centric AI, on a la possibilité d'aller vers une IA qui soit plus frugale. Et avec le edge computing, d'avoir une architecture computationnelle qui est ethics by design, c'est-à-dire que votre data, votre information ne s'échappe pas de votre device. C'est le code qui vient à vous. Et vous avez un exemple concret qui montre très bien ce projet, ce sujet, cette hybridation de ces deux tendances. C'est un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Telram Project. Telram Project, c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne. L'idée, c'était de donner à des citoyens des hardware, des capteurs extrêmement intuitifs, de manière à ce qu'ils puissent les mettre sur leurs fenêtres et faire du comptage de trafic, de données de mobilité. Et en fait, l'enjeu, c'était de dire, c'est un projet qui fonctionne extrêmement bien, citoyens, on vous donne ce capteur-là, vous captez la donnée, et en la mutualisant, vous allez être capable d'avoir potentiellement une contre-expertise
sur votre connaissance du territoire. Donc c'est aussi un moyen en fait de court-circuiter parfois des logiques d'open data et privées. Donc c'est en fait le citoyen qui devient maître de sa donnée. Et là où c'est encore plus puissant, c'est qu'à partir de cette donnée, vous avez une puissance de négociation. C'est-à-dire que dans plusieurs villes où ça a été implémenté, ça a permis de mettre en place des politiques publiques comme mettre des dodanes, mettre des panneaux de limitation de vitesse, parce que les citoyens sont en mesure d'aller voir les forces publiques et de leur dire, vous voyez, il y a un problème objectif réel. Et ça, c'est un mouvement très fort, bottom-up, qui est en train d'arriver et qui se démocratise sur plein d'autres sujets, de la pollution de l'air, de la préservation de la biodiversité urbaine, où via le small data, on est capable de faire une forme d'empowerment auprès des communautés. Et juste pour conclure, très très rapidement, ce par quoi je voulais terminer, c'est en fait une idée de vintage Schumacher. Si vous voulez, à la fin du XXe siècle, toute une constellation de penseurs, Ivan Illich, Vintage Schumacher, Leopold Kohr, Lewis Mumford, qui vont s'interroger sur les qualités intrinsèquement politiques d'une technologie. Ce qui peut paraître assez contradictoire ou en tout cas étonnant, c'est-à-dire est-ce qu'une technologie par elle-même, non pas par son usage, mais par sa façon, sa composition, est plus ou moins démocratique ou pas. Et l'idée va être de dire, et ça vient notamment de Lewis Mumford, en fait, dans l'histoire de l'humanité, vous avez essentiellement deux types de technologies. Vous avez des technologies qui sont autoritaires, et ces technologies autoritaires, en fait, ce sont des technologies qui sont centralisatrices, qui sont gigantesques. On parle de gigantisme et ça va remonter jusqu'au premier instant de la civilisation avec des technologies sociales à l'époque de l'Égypte antique où vous avez des systèmes d'esclavage qui ont permis la construction de pyramides. Ces technologies sociales, c'est des technologies autoritaires. Et de l'autre côté, vous avez des technologies qui sont décentralisatrices, qui permettent de vous donner plus de capacité, plus d'autonomie et qui sont en fait, by design, petites. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se demander si le big data, le small data, prolonge pas un peu cette dichotomie, cet affrontement qui a été conceptualisé il y a de cela plusieurs dizaines d'années par cette constellation de penseurs. Merci beaucoup Hubert Béroche pour cet éclairage